Moubarak à tous ceux qui nous suivent présentement. Bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso. C'est le dernier numéro de la semaine de l'aventure. Merci de nous renouveler votre fidélité. Nous sommes ravis en tout cas de vous retrouver. Cette semaine, on s'intéresse au rond-point du 2 octobre. Oui, alors ce rond-point qui est situé en face du lycée Marienne Gouabi, en partance donc au centre-ville, on découvre l'histoire de ce rond-point à travers bien sûr la rubrique à la découverte de ce jour. La revue de presse est présentée par le directeur de l'information de Savane Média. Et là, Josmaïl Arabo sera là pour partager l'information avec nous. Alors, l'invité du jour est vraiment un artiste pluridisciplinaire. Mais c'est un artiste plein puisqu'il allie humour, théâtre, cinéma et puis musique. Il s'agit de Ali Poiré Premier qui est notre invité. Tout à l'heure, on va parler de son actualité puisque justement, il met sur le marché encore donc des titres qu'on va découvrir ensemble à travers la rubrique invité du jour. Plus tard, on parlera sécurité routière. On recevra Honoré Onadja également pour notamment les rendez-vous du week-end. Merci de nous renouveler votre fidélité. Merci de vous installer confortablement. On part tout de suite et maintenant, quartier Bilbao de Ouagadougou. Et nous atterrissons dans le quartier Bilbao de Ouagadougou puisque c'est dans ce quartier que se trouve le rond-point du 2 octobre. Un rond-point qui est fait face au lycée Marienne Gouabi. Si vous partez vers la mairie centrale, la place de la Nation, vous allez forcément passer par notamment ce rond-point du 2 octobre qui rappelle la révolution puisque ce rond-point matérialise donc le discours d'orientation politique. Comme vous le voyez, en haut donc de ce rond-point, il y a un livre de ce rond-point du 2 octobre ou les souvenirs de ce que nous avons approché pour vous. On regarde, on écoute et on revient. La date du 2 octobre 1983 et c'est la date à laquelle Thomas Sankara, le président de la Haute-Volta, voilà, et comment on appelle ça, et après président du Burkina Faso, il a prononcé le discours du 2 octobre 1983. En tout cas, il a posé le piédestal, c'est-à-dire il a déposé les jalons même du développement du pays. Un peu partout, nous avons une révolution qui permettra en tout cas de faire développer le pays. Nous avons des barrages qui ont été construits et nous avons aussi des écoles et tout ça a été fait. Donc ça, il avait déposé effectivement les jalons. Donc c'était le pied, c'est-à-dire il a mis la route à ce que les gens puissent prendre pour se développer. Et bon, d'un côté, je peux dire effectivement, ils ont pu réussir leur mission, puisque actuellement, si nous voyons, d'après vous, nous avez appris, nous avons eu les vaccinations en grande masse, il y a les écoles qui ont été construites et ils avaient essayé d'éradiquer même les écoles sous Payotte. Mais malheureusement, bon, vous avez connu avec son assassinat. Donc ils ont interrompu effectivement cette avancée-là. Mais je me dis qu'actuellement, vous voyez, la révolution est toujours chez les jeunes actuellement, puisque les gens travaillent toujours. Ils travaillent toujours à faire représenter, en tout cas faire sortir les principes de Thomas Sankara, même si c'est difficile. L'esprit révolutionnaire, en tout cas, les étudiants ont toujours ça. Parce que, pas les étudiants, toute la population. Puisque quand le 14 octobre, comment on appelle ça, 2014, je vais dire, vous avez vu ça. Tout ça, là, ce sont les germes de Thomas Sankara qui sont toujours en nous. Donc je me dis qu'on a toujours un esprit de révolutionnaire. Partout on parle de ça. Là où vous partez, on parle de Thomas Sankara. Vous partez à Cuba, Thomas Sankara. Là où vous partez seulement, c'est une identité même pour tout le monde. Dans pas ce pays où vous allez partir, on va pas parler de Thomas Sankara. Partout où il passe seulement, partout où vous partez en tant que Burkinabé seulement, on dit Thomas Sankara, Thomas Sankara. Donc c'est une identité pour nous les jeunes et pour tout le monde, pour tous les Africains en réalité. Thomas Sankara faisait la fierté du Burkina. Il a œuvré dans la dignité. Pour le développement du pays, on a vu que, d'après l'histoire en tout cas, en 3 ans, le Burkina a excellé pour l'autosuffisance alimentaire. Sur le plan végétal, en tout cas, on voyait que chaque couple devrait planter un arbre. Chaque année, chaque personne devrait planter un arbre. Et puis, au niveau du FMI, on a vu que les dettes, on a vu une baisse des dettes. Avec son système de révolution, on voyait que non, il y avait un peu d'ordre. Mais est-ce qu'il était aimé par la population? Pas totalement. Vu qu'il ne respectait pas les chefs coutumiers,
Bon, et puis on voyait que non, l'armée, je ne me rappelle pas du nom en tout cas, on disait que l'armée, au niveau de l'armée ne laissait pas la population. Et puis au niveau de l'éducation, on voyait que non, qu'il a licencié des enseignants qui ont voulu se révolter. Voilà, ça a un peu joué sur l'éducation aussi. Merci beaucoup, madame. Ce qu'on peut retenir du 2 octobre 2023, c'est que Thomas Sankara a annoncé son discours d'orientation politique dans lequel il y avait beaucoup d'important. Voilà, pour le développement, il a fixé les bases du développement tel qu'il concevait dans sa politique. Je n'ai pas suivi le discours en tant que tel, mais je sais qu'en réalité, Thomas Sankara, c'était la révolution. Il a vraiment déposé les bases de la révolution et que bon, jusqu'aujourd'hui, la jeunesse s'en inspire. La date du 2 octobre, c'est l'avènement de la révolution en tant que telle, c'est-à-dire la lecture du discours officiel, de la mise en place du pouvoir révolutionnaire, présidé par le capitaine Thomas Sankara, en compagnie de son ami fidèle, si on peut le dire, Blaise Compaoré. On se rappelle simplement les différentes dispositions qui avaient été prises, à savoir le sport qui devait être officialisé, le nettoyage des différentes villes à la fin du mois. Chaque ville devait organiser un nettoyage général. C'est ce que je me rappelle du discours, mais du côté carrément de la lutte du président, c'est le côté des femmes, l'émancipation de la femme qu'il a vraiment défendu. Il a aussi œuvré pour l'éducation nationale dans le pays. Et la valorisation aussi de notre coton, le Faso d'Anfani, était son pouvoir, d'où chaque vendredi, si je me rappelle bien, aussi, de ce que j'ai entendu, tous les fonctionnaires devaient se mettre en Faso d'Anfani. Et souvent, ils circulaient pour voir si vous étiez ou pas en Faso d'Anfani. On peut dire que ça a eu des échecs assez bons. Du côté du respect de nos chefs traditionnels, le président n'a pas su quand même considérer nos chefs coutumiers et religieux. Il les banalisait souvent et je crois que c'est ce qui l'a conduit plus à sa perte. Puisque dans un pays, la tradition où les chefs traditionnels, la coutume doit être vraiment valorisée. Car un pays sans coutume ou sans... vraiment a perdu la majeure partie de tout ce qu'il avait comme potentiel. Nous sommes de retour sur ce plateau pour la rubrique Revue de presse. Et aujourd'hui, nous recevons le directeur de l'information de Savane Média, Elhadj Ismaïla Rabo, pour l'information. Bonjour. Bonjour, Abzeta. Nous commençons avec Sidoya. Merci. Sidoya affiche sa une ce matin. Institution d'enseignement supérieur et de recherche du Wi-Fi à gogo dans les universités publiques. Espace AUS, les États-Unis annoncent la fin de l'opération de retrait de ses forces au Niger. Dans Chronique, le meilleur droit de l'enfant, l'éducation. Soutien à l'industrialisation, le gouvernement consent des exonérations de taxes. C'est à lire aujourd'hui à la une de Sidoya. L'observateur Palga affiche à sa une ce matin, relecture prix Galien, 24 heures de conférence de rédaction. Stratégie nationale de l'état civil en 2023, près de 300 000 actes de rattrapage. Amende de carité, suspension temporaire de l'exportation. Gabon, au nom de l'épouse et du fils, Ali Bongo, abjure son ambition nationale. Et puis, dans une lettre pour l'AI, on retient Lancaster Hotel, une conciliation pour conjurer le spectre des sanctions. Happy End pour Ada Diallo Kone et le fondateur des éditions Le Pays en deuil. On peut lire un autre titre à la une de l'Observateur Palga, lutte contre la corruption, partage d'outils et bonnes pratiques. Le quotidien est aussi là ce matin. Le quotidien affiche à sa une amélioration de l'offre de soins au Burkina. 12 000 thermomètres digitaux pour les formations sanitaires. Soutien
Ouagadougou, Niamey, Cotonou, Lomé, l'UEMOA, à la recherche de 6 000 à 10 000 milliards de francs CFA pour sa réalisation. Dans digne d'intérêt, Burkina, le gouvernement suspend l'exploitation de l'amende de qualité, crime économique, un ancien maire de Bobo-Dioulasso condamné pour corruption. Formulaire d'enrôlement et d'attestation provisoire de permis de conduire, désormais valable lors des contrôles routiers. Classement FIFA, le Burkina Faso remonte à la 12e place sur le plan africain. Le pays à présent, barrage de Samandeni, là où se joue l'avenir de la pêche. Conseil des ministres, Séraphine Somé-Milogo, nouvelle DG de l'AIB. Popouri, transport aérien Air Burkina, redécolle bientôt. Soutien à l'industrialisation, le gouvernement consent des exonérations des taxes. Lancement de l'initiative LAFIA au profit des personnes vulnérables, pourvu que les fruits tiennent la promesse des fleurs. Mystère psychique et spirituel, si vous êtes compétent et endurant, vous deviendrez riche avec le temps selon Roch Bakiono. Semaine de Poko, 6 sports recommandés pour une femme enceinte. Et puis on termine avec aujourd'hui au Faso, Conseil des ministres, oxygéner l'univers carcéral et faciliter la réinsertion sociale par les travaux d'intérêt commun. Ministère du Commerce et des Finances, suspension de l'exploitation de l'amende de qualité à compter du 18 septembre. Épistolaire confession d'Ali Bongo Dimba au Gabonais, leçon des relations incestueuses, pouvoir, famille. Classement FIFA, le Burkina gagne 4 places. Claude Pivi, retour à la case prison. Arrestation de Jérôme Bandianki au Sénégal, chasse aux sorcières ou nettoyage des écuries apéritistes. Merci bien, Elage. On revient sur quelques sujets d'actualité. On s'intéresse au compte-rendu du Conseil des ministres d'hier qui fait ressortir que le gouvernement consent des exonérations de taxes sur la production. Oui, sur plusieurs céréales, farine de céréales, maïs, blé, sorgho, et j'imagine d'autres parce qu'ils ont dit que la liste se poursuit pour aider non seulement les unités industrielles qui sont dans le domaine, mais également pour faire que les prix soient maîtrisés sur le marché concernant les produits de première nécessité. Ça commence bien entendu avec les céréales. Et le gouvernement a introduit cela, je crois, dans le cadre d'un projet de loi rectificative de la loi de finances gestion 2024. Et le ministre des Finances, Abouka Nakanabo, a expliqué que le texte sera transmis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption probablement le plus rapidement possible, parce que c'est un projet de loi rectificative de la loi de finances qui corrige les imperfections, les insuffisances du premier semestre notamment de l'année en ce qui concerne l'exercice budgétaire. Et si tant est que beaucoup de consommateurs se plaignaient déjà de la hausse des prix, c'est une bonne nouvelle pour les uns et les autres parce que ça pourrait aider à contenir la hausse des prix sur certaines céréales et en même temps aider les unités industrielles qui travaillent de plus en plus dans la transformation des céréales locales. Alors le ministère du Commerce et le ministère de l'économie suspendent l'exportation des amandes de qualité. Oui, c'est comme si la rédaction des Savane Média avait vu venir parce que en début de semaine, nous avons fait un reportage sur la relative hausse de prix du beurre de qualité et il s'ensuit que ça commence par les amandes parce qu'il y a une très faible production de qualité cette année. En fait, on cherche toujours les explications, on va les avoir bientôt parce qu'on a des interviews en cours et les qualités n'ont pas donné. Il y en a qui disent que il y a eu beaucoup de vent au moment de la floraison et que ça a pu impacter négativement les quantités d'amandes produites. Mais il y a d'autres qui évoquent d'autres raisons. Il y a aussi la déforestation
Il y a de plus en plus de coupes d'arbres de qualité pour diverses raisons, hein, pour faire des champs, mais surtout pour les activités immobilières dans de nombreuses localités du Burkina. Tout ça, ça peut expliquer ça. Et puis, bon, l'autre chose, c'est qu'on ne reboise pas en mettant en terre des plans de qualité. Et la preuve, c'est que ces dernières semaines, nous avons essayé de vérifier à combien se vend le pied de qualité dans les sites de pépinière. Mais on a vu que ça va à 5 000, 6 000 francs, le plan de qualité. C'est pratiquement en concurrence avec le plan de cacaoyer, quoi, hein, qui vient d'ailleurs, alors que le plan de qualité est ici. Il se dit que c'est plus difficile en fait de faire des pieds de qualité en pépinière que les autres plantes. Mais nous allons continuer la vérification. Mais l'un dans l'autre, ça veut dire que c'est dès maintenant qu'il faut prendre les dispositions pour protéger l'arbre de qualité et pour faire en sorte que les amendes de qualité soient toujours disponibles, parce que de nombreuses unités industrielles du Burkina ont été montées en comptant sur cette matière première. Et on comprend pourquoi les deux ministères, celui des Finances et celui du Commerce, ont décidé de suspendre l'exportation de l'amande de qualité. Ça va permettre à nos unités industrielles d'avoir de la matière première et puis ça va nous éviter non seulement une pénurie de beurre de qualité, mais également un manque à gagner important en termes de main-d'œuvre et de revenus pour les Burkinabés. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui sollicitent, en particulier la Chine, pour les produits cosmétiques qui sollicitent beaucoup les amendes de qualité du Burkina. Et donc, bon, ça veut dire qu'il faut revoir la façon de produire de qualité, la façon de gérer la production et puis la façon de suivre la transformation des amendes de qualité jusqu'au produit fini. Ça peut être l'huile du beurre de qualité pour la consommation, l'alimentation, mais ça peut être aussi pour la fabrication de divers produits cosmétiques qu'on a sur le marché aujourd'hui et qui sont des produits cosmétiques de très haute qualité. Très bien prisés sur le marché. Oui. Alors, Séraphine Sommet est nommée nouvelle directrice de l'AIB. Oui, il faut faire le lien avec la création de l'AIB en tant que société d'État désormais. C'est devenu un établissement public de l'État avec son autonomie propre. Avant, l'AIB dépendait des éditions Sidoya. Et donc, à partir du moment où, en Conseil des ministres, il y a quelques semaines, l'AIB a été revu dans ses statuts, il va de soi que une nouvelle directrice générale soit nommée, c'est Séraphine Sommet. En fait, c'est intéressant d'en parler. Elle est jusque là où elle était jusqu'à sa nomination hier en Conseil des ministres, directrice régionale de la culture dans le sud-ouest. Voilà. Avant, elle était journaliste à Sidoya, directrice commerciale de Sidoya. Avant, journaliste, je me souviens que nous faisions les reportages de terrain ensemble, il y a quelques années encore, peut-être une dizaine, quinzaine d'années. Et c'est elle qui a la charge de gérer l'AIB, nouvelle version, qui doit prendre ses marques, parce que depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, l'AIB a une nouvelle envergure. L'AIB a changé sa façon de collecter, de traiter et de diffuser l'information. L'AIB est aujourd'hui à l'offensive de tous les sujets, à la fois nationaux et internationaux. Et je pense que c'est un organe de presse d'État qui va s'étoffer davantage et qui va se bonifier dans l'intérêt du public burkinabé et du public au-delà du Burkina. Je pense particulièrement à l'AES, parce que les agences de presse, à leur naissance, avaient pour vocation de constituer l'organe grossiste des médias. C'est-à-dire c'est l'AIB qui devait fournir, par exemple, les premières informations, les informations de première main aux autres médias. Voyez-vous, mais au fil du temps et avec l'avènement d'Internet, bon, l'AIB a plutôt commencé à faire comme les autres organes de presse, mais je crois que depuis 2 ans pratiquement, l'AIB a repris sa place, l'AIB a davantage
de contenu et de moyens, j'imagine, et l'arrivée de Séraphine Sommet devrait aider davantage à renforcer les capacités de l'agence d'information du Burkina pour que les informations officielles, d'une part, mais également les informations de proximité, d'autre part, soient à la disposition des uns et des autres, que ce soit le public en général, mais particulièrement les autres médias qui n'ont pas souvent la même couverture en termes de dispersion des correspondants sur le terrain que l'AIB. On termine par l'actualité internationale au Mali. Le calme revient après l'attaque terroriste de mardi. Oui, vous vous souviendrez que mardi dernier au petit matin, des terroristes ont fait incursion à l'école de gendarmerie de Falagué à Bamako et puis ensuite à la base aérienne. Ça a été contenu rapidement par les forces armées maliennes. On se pose toujours des questions sur comment ces terroristes-là ont pu infiltrer Bamako. Il y en a qui parlent du Mouloud, qui disent qu'ils ont profité du Mouloud. Pourquoi pas? C'est à vérifier. Je pense que les autorités maliennes travaillent là-dessus. Il y en a, puisque immédiatement, Air Algérie a été suspendu de vol au Mali. Il y en a qui ont fait le lien avec Air Algérie, surtout que ces derniers mois-là, il y a eu des bisbilles entre le Mali et l'Algérie. Il y a des gens qui pensent que ça a pu passer par là, mais ça peut être à travers d'autres moyens et d'autres canaux que ces terroristes-là se sont infiltrés dans la capitale malienne, ce qui ne veut pas dire que les FAMA, les forces armées maliennes sont incompétentes, ce qui ne veut pas dire que, puisque par le passé on a vu des attaques terroristes à Paris, dans la capitale française, on en a vu qui ont emporté les World Trade Center aux États-Unis en 2001. Donc, des attaques terroristes dans les capitales, on en a vu à Ouagadougou. Voilà, ça peut arriver, mais ça ne donne pas à conclure que telle armée est incompétente ou que telle autre armée est plus compétente. Donc, il faut mettre tout ça dans l'analyse. Bon, ce qui est plus marrant, c'est la délectation avec laquelle certains médias évoquent le sujet en faisant croire que les terroristes là ont davantage de capacités de nuisance. Bon, c'est pas si évident. Puis on peut s'organiser pour une attaque particulière, même si on n'est pas fort, même si on est affaibli, bon, juste pour continuer à exister. Voyez-vous, donc les analyses doivent être relativement équilibrées. Et puis moi je pense que l'autre chose c'est de faire la part des choses entre ceux qui font l'apologie du terrorisme et qui en ont fait leur spécialité, et puis ceux qui ont des analyses équilibrées qui disent oui, c'est une défaillance des forces armées maliennes, mais ça n'en conclut pas, ça ne permet pas de tirer la conclusion qu'elles sont incompétentes, et puis qui disent mais dans tous les cas, partout dans le monde, des terroristes peuvent s'incruster et puis taper. Il suffit de chercher deux vagabonds à qui on promet de l'argent ou à qui on donne de l'argent, et puis un peu partout dans le monde ils peuvent s'aimer le désordre, mais ça ne veut pas dire que le pays leur appartient, ça ne veut pas dire qu'ils contrôlent telle ou telle zone d'un territoire donné. Donc ce n'est pas un épiphénomène, mais ce n'est pas aussi gravissime que les gens le présentent. Bien entendu, chaque fois qu'il y a des pertes en vies humaines, que ce soit au Burkina, au Mali, au Niger ou ailleurs, il faut déplorer et condamner avec la dernière énergie, surtout quand c'est fait par des fous qui, pour la plupart, ne savent pas ce qu'ils font, et qui ne savent pas d'où ils viennent, qui ne savent pas où ils vont, qui ne savent pas pour qui ils travaillent, et qui ne savent même pas ce que vaut l'homme. Bon. C'est à déplorer parce que c'est un ensemble de facteurs et de phénomènes qui font que nous sommes dans cette situation. Autrement, on se demande pourquoi l'homme en viendrait à s'en prendre gratuitement à des personnes innocentes qui ne lui ont rien fait. Voilà, c'est inimaginable. Voilà. Maintenant, il y a des États entiers qui en ont fait leur commerce,
qui pensent que c'est en utilisant des petits vagabonds, des petits bandits qu'on va arriver à affaiblir des États dont on veut piller les richesses. Mais ça, c'est pour juste quelques temps. Ça va finir bientôt. Quand ils ne pourront plus utiliser des gens ou quand les gens se seront suffisamment préparés et protégés, le terrorisme va finir bientôt. Mais par contre, ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui, l'apologie du terrorisme, utiliser leur pays, utiliser leurs médias, utiliser leurs journalistes, bon, ceux qui présentent comme leurs journalistes, pour faire la propagande des terroristes, ça va rester dans les archives, ça va rester dans les analyses. Et les étudiants vont utiliser ça pour les travaux dirigés. Donc c'est ça, moi, qui attire mon attention. Et je me demande comment des gens peuvent autant se mettre au service du terrorisme et du mal. Merci beaucoup, Ella. Merci, à bientôt. À bientôt. Restez avec nous. Nous allons maintenant tourner dans quelques villes d'Afrique pour découvrir les couleurs du temps. Nous sommes désolés de vous informer que Ali Ponré Ier n'a pas pu être là. Oui, nous sommes surpris aussi, comme vous, parce que il a annoncé son arrivée. Malheureusement, il n'est pas venu. Voilà, tout simplement. Donc, on est désolé et on s'excuse vraiment auprès de vous. Comme on le dit, l'émission se passe en direct et malheureusement, il y a des invités aussi qui donnent souvent leur accord et qui, à la dernière minute, décident de ne pas venir ou sont empêchés. En tout cas, ça arrive et vraiment, on est désolé de ne pas vous offrir l'entretien avec Ali Ponré Ier qui n'est pas venu à cette émission. Par contre, on vous invite à découvrir un monsieur à travers donc l'invité. On l'a reçu pour parler notamment de l'éducation actuelle au niveau de nos écoles. Il s'agit de monsieur Adama Galbané, qui est professeur certifié de lettres et maître karatéka. Il est justement venu à cette émission pour nous parler de son expérience, mais surtout aussi donc de l'éducation, ce qui cause les échecs scolaires aujourd'hui. On en a parlé et je vous propose de suivre cet élément en rediffusion. Nous recevons aujourd'hui un enseignant avec grand E, on va le dire, parce qu'il est enseignant au niveau donc des lycées, il est professeur certifié de lettres, il est par ailleurs aussi maître au niveau donc des arts martiaux. Donc, il est là, notre invité du jour. Il s'agit de monsieur Adama Galbané. Bonjour à vous, monsieur Galbané. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Je l'ai dit, vous êtes un enseignant sur deux pans, donc vraiment enseignant au sens propre du terme au niveau de l'école, mais également enseignant des arts martiaux. Oui. Comment vous arrivez à concilier les deux activités? Bon, j'allais dire que c'est athlétisme. Et en classe aussi, bon, j'étais parmi les 5 meilleurs. Ah oui. Donc jusqu'à l'université. Et puis bon, c'est à partir du CM2 que j'ai connu les arts martiaux. Et j'ai commencé à pratiquer. Et puis au bout de 5-6 ans, bon, j'ai eu la ceinture noire. Et puis bon. Karaté, Karaté, hein. le karaté-do. Le karaté-do, Ouais. maître karaté-do. Oui. Alors, merci d'être sur notre plateau aujourd'hui. Vous êtes professeur certifié des lettres au collège et vous enseignez justement quelle matière exactement? Bon, il faut dire que je suis linguiste de formation. Ok. Je suis linguiste de formation. Et bon, c'est peut-être une longue histoire puisque quand j'étais en année de maîtrise, la révolution est arrivée. Et puis bon, quand j'ai fini la maîtrise, je devais aller maintenant faire le doctorat en Europe. Et puis le guide de la révolution, le camarade Thomas Sankara, nous a dit, bon, tout le monde en service populaire, de développement, et tout le monde, on doit aller travailler pour développer la nation. Et donc, on a été faire la formation. Et là, par exemple, il nous a pris, on a fait la formation militaire. Et puis ensuite, bon, on nous a reversé dans l'enseignement. Ok. Voilà, et donc... Au niveau secondaire? J'étais d'abord dans disons, école primaire. Ah oui. Puisque je suis parti bon, c'est un coin derrière ce bois-là. Bon, c'est après Kaya. Bon,
j'ai enseigné là-bas et quand je suis revenu, bon, il a dit, bon, on va faire le test et puis vous recrutez en même temps comme des enseignants. Et c'est comme ça que j'ai embrassé la carrière d'enseignant. Voilà. Donc, école primaire, ensuite le secondaire. Le lycée, puisque bon, j'ai la maîtrise. Donc, bon, l'école primaire, c'était tout juste dans le cadre de du SNP. Voilà, Service national de développement. Donc, c'était pour ça. Et depuis quelle année que vous enseignez? Parce que vous continuez à enseigner. Oui, 84, 85, on a fini. 85, on est parti pour la 4e promotion du SNP. Et on a fini en 86. Et puis bon, on a fait le test. Bon, il y avait le ministre de la question paysanne à l'époque qui voulait nous prendre, nous les linguistes là, pour la question paysanne, pour essayer de faire l'alphabétisation dans les langues nationales. Bon, et finalement, ça n'a pas marché. Et donc, on a fait le test de recrutement des professeurs. Et c'est comme ça que bon, j'ai été... Bon, tous ceux qui ont fait la formation là, bon, en réalité le SNP, bon, on a été tous engagés quoi. Et d'abord au lycée, vous enseignez quelle matière? Bon, j'enseigne le français. Le français. Voilà. Okay. Linguiste de formation. Linguiste de formation. Donc, naturellement. Bon, voilà, on pouvait enseigner que le français. Bon, peut-être l'anglais, mais comme j'étais bien aussi en anglais, mais bon, j'ai préféré faire le français. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est j'ai dit que vous êtes vraiment enseignant plein et surtout, on va dire éducateur, parce que vous n'avez pas fait qu'enseigner. Vous avez fait des services aussi liés à l'enseignement, parce que vous avez été agent en service à l'OSICOS, donc l'Office central des examens et concours du secondaire. Qu'est-ce que vous retenez de votre passage à l'OSICOS? Et vous étiez chargé de quel travail? Bon, disons qu'à l'OSICOS, bon, c'était d'abord la DEXP, Direction des examens et concours. Puis après, c'est devenu OSICOS dans les années 98, 99, 2000. Et puis bon, j'étais au service des diplômes. Et après, j'ai été même chef de service des diplômes. Mais en même temps, j'étais dans l'équipe d'organisation des examens à la scolaire. Donc pendant 11 ans, on a organisé les examens scolaires. Voilà, et en même temps, je gérais les diplômes et les contentieux liés aux diplômes. Et vous avez travaillé aussi à la direction générale de l'enseignement du secondaire? Oui. Bon, à l'OSICOS, ce que je retiens de l'OSICOS, pour répondre à votre question, c'était vraiment, ça m'a beaucoup édifié. J'ai compris que effectivement il y a un véritable problème d'éducation. Comme vous l'avez dit, on enseigne, mais souvent on n'éduque pas. Voilà, et j'ai compris ça. Et bon, j'ai vu un peu le niveau des élèves, hein, parce que quand on finissait l'examen, moi je récupérais tous les PV et on faisait les points maintenant pour l'entrée en seconde. Et on a vu que vraiment l'éducation au Burkina, il y a encore du chemin. Il faut peut-être revoir pour réorganiser. Voilà. Bon, pendant tout le temps, bon, on a essayé de faire des investigations. Hein. Les examens scolaires, même jusqu'à présent, les taux de succès n'atteignent jamais 50%. Bon, on a posé ce problème-là. J'ai dit qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Si depuis plus de 20-30 ans, on n'a jamais eu 50% de taux de réussite à des examens, bon, quelque part, il y a quelque chose qu'il faut revoir. Bon, mais on n'a pas eu la chance de... On a fait un document, nous on a fait un document on a soumis. Bon, maintenant, on n'a pas eu de retour. Et puis après, bon, je suis parti à la direction à la DR, quoi, la direction de l'enseignement, direction régionale. Voilà, je suis allé là-bas. Mais la question reste toujours posée, parce que je me dis que si, nous on a dit, les budgets alloués à l'organisation des examens est tellement important que dépenser toute cette somme-là pour ne prendre par exemple que 30% des élèves, on s'est dit que bon, quelque part, on perd quoi. Si vous prenez les 70% des élèves qui restent, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est ça. Voilà, donc il y a D'où une justement notre sujet aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, donc l'origine des échecs scolaires, mais c'était vraiment de planter le décor pour que les téléspectateurs puissent vous découvrir
et savoir que nous sommes avec vraiment un éducateur qui a, on va dire quoi, passé toutes les étapes pratiquement de l'enseignement et de l'éducation. Parce qu'enseigner à l'école primaire, au lycée, passer au niveau de l'OCECOS, donc l'organisation des examens, ensuite la direction régionale. Et puis la direction de l'enseignement privé. Ah, donc, et la direction de l'enseignement privé. Ça veut dire que vous avez fait toutes les grandes composantes, en tout cas en ce qui concerne l'enseignement. Oui, on peut le dire. Oui, et vous êtes bien placé pour parler aujourd'hui de l'origine, justement, donc, des échecs scolaires. Pourquoi c'est important déjà d'en parler? Bon, c'est important d'en parler parce que bon, l'échec scolaire, c'est l'échec de la vie. Bon, aujourd'hui, on peut dire que bon, on ne parlera pas totalement d'éducation, mais en fait, ça devrait être de l'éducation. Voilà, normalement, les parents confient leurs enfants aux enseignants, à l'école, pour qu'on les forme afin de les insérer dans la société. L'éducation, c'est ça, c'est apporter à l'enfant tous les éléments nécessaires pour qu'il puisse s'insérer dans la société. Alors, bon, moi, j'ai été aussi parent d'élèves dans un établissement public. Et quand je regardais les taux de passage, la 6e en 5e, la 5e en 4e, j'ai dit, bon, il y a trop de redoublants. Vous voyez? Et en même temps, au niveau des examens aussi, bon, il y a trop d'échecs. Voilà. Et en ce moment, c'est un problème. Parce que ceux qui échouent, bon, finalement, on ne sait pas ce qu'on fait d'eux. Et peut-être même que ces gens-là ils vont aller faire autre chose. Et on ne sait pas ce qu'ils deviennent en réalité. C'est ça. Voilà. Et pour vous, quelles sont les grandes raisons des échecs scolaires aujourd'hui? Bon, ça se situe à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Bon, j'ai dirigé un établissement aussi. Le vrai problème, c'est nous-mêmes les enseignants d'abord. Je commence par nous. C'est nous les enseignants d'abord. Voilà. Il y a d'abord la formation des enseignants qui n'est plus vraiment une formation rigoureuse. Voilà. Les premiers enseignants, ceux qui nous ont enseigné, avaient une formation vraiment rigoureuse. Mais aujourd'hui, la formation des enseignants n'est plus vraiment rigoureuse. Ça fait qu'il y en a qui sortent qui n'ont pas vraiment la maîtrise de l'enseignement. Ça, c'est un. Ensuite, il y a les emplois de temps. Il y a les emplois de temps. Quand vous arrivez dans un établissement, souvent les emplois de temps, ça ne respecte plus, si vous voulez, les normes pédagogiques. Voilà. Bon, il y a des gens qui donnent des cours jusqu'à 13 heures. Il y en a qui commencent des cours de 14 heures à... Il y en a qui, les samedis même soir, ils font des cours. C'est très chargé pour... Voilà, donc les enfants ils ne savent plus comment faire parce que, bon, les cours sont faits de façon, j'allais dire, désordonnée. Et ça fait que l'enfant n'a plus vraiment un esprit tranquille pour avoir un moment pour étudier, apprendre ses leçons. Ça fait que, bon, on les donne des cours. Et ils n'ont pas le temps d'apprendre les leçons. Ça fait que quand ils arrivent aux examens, bon, souvent c'est la catastrophe. Il y a ça. Bon, il y a aussi un gros problème, c'est les familles. Les familles. Normalement, la famille doit être un cadre approprié pour que l'enfant puisse être serein et qu'il puisse apprendre ses leçons. Mais on s'est rendu compte que beaucoup de familles ne donnent pas un cadre vraiment pour que l'enfant apprenne ses leçons. Souvent, ça ne va pas entre papa et maman, donc chaque fois il y a des disputes, l'enfant est traumatisé. Il y a des moments où il y a un des parents qui n'est pas là, généralement c'est la maman qui n'est pas là, et l'enfant est traumatisé aussi parce que si le papa prend une autre femme qui maltraite l'enfant, il ne peut pas s'en sortir. Bon, il y a des cas où on confie l'enfant à quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a des enfants qui ne sont pas dans leur famille, disons, biologique. Bon, le papa envoie son enfant quelque part pour aller étudier avec, soit c'est son oncle, ou bien c'est son cousin, ou bien un parent. Et l'enfant arrivé là-bas est dans des mauvaises conditions. Voilà. Par exemple, moi, j'avais mis en place une cellule à l'aide sociale. Bon, tous les élèves qui ont des mauvais résultats, on essaie de les contacter pour voir qu'est-ce qui se passe. Et les enfants qui viennent en retard. Oui, soit en retard, soit des mauvais résultats. Parce que souvent, l'enfant se lève le matin, la dame lui dit, bon, tu laves les plats, tu balayes la cour, tu fais ceci, tu fais cela.
Ces éléments-là font que, finalement, l'enfant, il arrive à l'examen avec un esprit qui n'est pas vraiment bien posé pour apprendre. Mais Monsieur Galbané, pour revenir justement aux épreuves, de toute façon pour les examens, il y a un comité qui oui, il y a une commission de choix des sujets. Voilà le Oui, sujet. Donc si quand même il y a eu un comité qui a choisi le sujet, c'est en connaissance de cause. Parce que c'est des gens qui ont quand même une idée du niveau des élèves selon l'examen. Oui, c'est ce que je dis. Ça va être compliqué, bizarre Non, il y a les inspecteurs, il y a les professeurs, il y a ceux qui tiennent les classes, et il y a ceux qui ne tiennent pas les classes. Vous voyez, les niveaux changent. Alors, si vous ne tenez pas les classes et vous venez maintenant pour choisir les sujets, bon, puisqu'il y a des professeurs qui proposent les sujets. Oui. Maintenant, arrivé, la commission prend et il revoit et il modifie souvent certaines choses. Vous voyez? Bon, il y a ça. Donc, il y a la clarté de l'énoncé, il y a l'université. Il faut que ça soit que la question là n'entraîne qu'une seule réponse. De taux de succès. L'examen, c'est des pièges. Or, en principe, un examen ne devrait pas être un piège. Quand on dit examen, c'est pour vérifier, c'est une vérification des connaissances. Mais effectivement, nous, même en classe, nous les professeurs, on a un ego. On veut montrer aux enfants que nous sommes supérieurs à eux. Donc c'est ça qui fait que souvent même en classe, vous allez voir, le professeur donne son cours, comme j'ai dit, mais quand il fait un devoir, soit ça n'a rien à voir avec le cours, ou bien il va amener d'autres mots, d'autres termes qu'il n'a pas employés dans le cours. Ça déroute l'enfant. Tout à l'heure, avant-hier, je lisais dans la presse là, les agents, les fonctionnaires qui se plaignaient, ils ont fait un concours professionnel. Ils disent que les épreuves là n'ont rien à voir avec ce qu'ils font. Il n'y a pas plus de... Ça ne vaut pas une semaine que j'ai lu ça. Donc, c'est ça le problème. Donc, c'est réel. C'est réel, parce qu'on donne un cours et on va donner un devoir, peut-être qu'il n'a pas beaucoup de... C'est ce que nous, on appelle la congruence. Donc, le devoir ne colle pas avec le cours qu'on donne. Vous voyez? Et c'est un problème. Voilà. Et... quel exemple je voulais donner? Toujours, peut-être sur... les raisons des échecs scolaires, on est sur les examens. Mais qu'en est-il même de l'organisation pratique de l'examen, des examens? Est-ce que ça aussi, ça ne peut pas, à un moment donné, contribuer à l'échec? Bon, l'organisation en tant que telle ne pose pas un problème, puisque, bon, peut-être que vous voulez parler des fraudes. Oui, bon, si c'est pas ça, bon, les fraudes aussi, nous on a fait l'étude au niveau des fraudes. Bon, ça aussi c'est situé à plusieurs niveaux. Par exemple, il y a d'abord les professeurs qui proposent les sujets. Déjà, il peut y avoir fraude là-bas. Ensuite, il y a la commission qui se réunit pour relire les sujets. Il peut y avoir fraude là-bas. Ensuite, il y a ceux qui vont tirer, multiplier voilà, les épreuves. Il peut y avoir fraude là-bas. Ensuite, il y a quand on dépose les cantines. On dépose les cantines au niveau des centres, bon, les présidents du jury. On dépose là-bas et on remet les clés. Vous voyez? Donc, il peut toujours avoir à tous les niveaux. Voilà. Bon, mais l'organisation en elle-même ne pose pas problème. Ce que nous, on avait voulu souhaiter, c'est que, par exemple, dans chaque région, que chaque région organise. Comme ça, c'est plus simple parce que, bon, si on centralise tout à Ouagadougou, il y a eu des moments où, pour amener les épreuves dans une zone, c'est difficile. Moi, je sais que j'ai amené les épreuves quelque part sous la pluie. J'ai parti à Dédougou et tout juste arrivé au pont de Dédougou, là, la pluie, il y a eu une grande pluie. Les cantines étaient mouillées, tout. Donc, or, on ne peut pas ouvrir. Donc, j'arrive, j'ai mis le ventilo, j'ai ouvert seulement les cantines, j'ai mis le ventilo la nuit jusqu'au matin pour que les enveloppes sèchent parce qu'on ne peut pas les ouvrir, on ne peut pas changer. Oui. Oui. Voilà. Or, si on avait régionalisé, en ce moment, la région organise
elle fait ses épreuves et elle organise en ce moment. Et là, même en cas de fraude, c'est limité, c'est circonscrit. Voilà. Par exemple, s'il y a une fraude à Ouagadougou ici, il faut recommencer l'épreuve là sur toute l'étendue du territoire. Et dans un laps de temps. Et là, c'est difficile. De toutes les raisons que vous avez données, je ne vous ai pas entendu parler aussi de l'élève lui-même. Oui. L'élève, c'est comme je dis, bon, les élèves, à la limite... Est-ce que vous avez aujourd'hui des élèves studieux ou des élèves qui ont envie d'apprendre, qui sont curieux? Je comprends les élèves parce que aujourd'hui, les élèves ne voient pas vraiment l'intérêt, l'utilité de l'éducation des cours qu'on les donne à l'heure actuelle. Vous voyez, ils ne voient pas ça. C'est pour ça que moi je disais même que il faut revoir même tous les programmes et tout changer. Parce que bon, un enfant va commencer l'école primaire jusqu'à arriver en terminale. Il a le bac, il sort et il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire de ses 10 doigts. Regardez tout le temps qu'il a mis. S'il commence je laisse la maternelle, 6 ans au primaire, 3 ans pour le BPC, plus 3 ans, donc c'est 12 ans. Et quand il sort, il a le bac, il ne peut rien faire de ses 10 doigts. Donc les enfants se rendent compte que finalement, à quoi ça sert tout ça? Il y a quelqu'un qui est passé dans la presse pour dire que le plus grand voleur du temps, c'est l'école. Ça doit être Coach Simon, non? Voilà. Bon, il n'a pas totalement tort. Vous êtes là, vous faites des choses inutiles. Moi, comme je dis, j'ai fait tout le cursus jusqu'à la maîtrise. Mais quand je suis sorti, pour aller travailler là, je n'ai pas utilisé mes connaissances là, à part le français et puis l'anglais et les calculs de l'école primaire pour additionner, diviser et puis soustraire, multiplier. C'est ça seulement que j'utilise à l'heure actuelle. Voilà. On passe le temps à... Regardez par exemple en terminale. Bon, je prends les mathématiques. Oui. Vous allez faire les sinus, les cosinus, les logarithmes, et la probabilité, tout ça. Ça vous sert à quoi? Et on va vous dire que vous n'avez pas le bac parce que vous ne connaissez pas les cosinus. On n'a pas besoin de ça pour travailler. Bon, c'est pas... Vous prenez histoire, géographie. Bon, j'ai discuté avec certains inspecteurs du TGD, mais le programme est trop vaste et finalement ça ne sert pas à grand chose. Bon, on vous apprend les guerres mondiales, on vous apprend la crise économique de 1929, on vous apprend ceci, cela, les rois de France, les rois de ceci, les rois de cela, et on ne connaît même pas, sur le Moro Naba qui est à côté ici, on ne connaît même pas comment le royaume Ouara est organisé, comment est-ce qu'on est passé la Haute-Volta là, et les différents, quand on a divisé la Haute-Volta, on a reconstitué. On ne fait pas cette histoire. Moi, je suis allé au Japon. Les Japonais m'ont dit que c'est ça qui devait être même notre fête de l'indépendance, la reconstitution de la Haute-Volta. Ils disent que c'est ça qu'on devrait fêter. Mais ça passe sous silence. Il y a très peu de gens qui connaissent ça. On a divisé la Haute-Volta en son temps et on a donné ça aux pays voisins. Et puis après, bon, il y a Moro Naba qui s'est levé, qui a demandé qu'on reconstitue la Haute-Volta. Et ça a été fait. Mais ça devait être une fête. Et ça devait être enseigné aux enfants. Au Japon, jusqu'à 18 ans, l'enfant apprend le Japon. Jusqu'à 18 ans, il faut qu'il maîtrise son pays. Le Japon, là, il maîtrise la philosophie, et l'histoire du Japon, la géographie du Japon, et tout ce qui concerne le Japon. Jusqu'à 18 ans, l'enfant connaît ça. Et donc, un enfant qui a 18 ans au Japon, vous lui posez toute question sur le Japon, il connaît. Mais ici, un enfant qui a 18 ans, même dans son propre village, vous lui demandez comment ça a commencé, il ne connaît pas. Donc, il y a un problème. Les programmes sont à revoir. Si vous allez chez l'empereur, par exemple, au Japon, c'est un vaste domaine. Et tous les scientifiques se retrouvent là-bas. Parce qu'il a toutes les espèces d'arbres chez lui, toutes les espèces d'oiseaux, tout ce qui est du Japon là est là-bas en miniature. Donc quand vous arrivez là, vous n'avez pas besoin d'aller, vous allez chez l'empereur seulement, vous retrouvez tout ce dont vous avez besoin pour faire vos études. Ah oui. Et nous, on ne fait pas ça. Donc c'est ce qu'on devrait faire. On va venir aux solutions tout à l'heure. Mais aujourd'hui aussi, l'autre problème, surtout indexé par les enseignants, c'est l'incivisme aussi des élèves. Incivisme
démontré, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certains élèves, soit qui ont eu à agresser souvent leur enseignant ou l'administration, les membres de l'administration. Ça aussi, c'est un problème quand même qu'il faut épingler. Bon, l'incivisme là, c'est né à partir d'un phénomène social. Vous savez que quand ça ne va pas au sein de la société, il y a une répercussion sur tous les autres aspects, et l'éducation aussi en particulier. L'incivisme a commencé, j'allais dire, avec les crises sociales au Burkina Faso. Et à un moment donné, les politiciens ont voulu utiliser les élèves pour faire des combats. Et c'est ça qui a amené les enfants maintenant à voir les choses et à se dire qu'ils ont un mot à dire. Il y a des gens qui défendaient aussi les élèves, on dit non, il faut les laisser parler, il faut les laisser faire ceci, cela. Donc, quand on permet à un élève de s'arrêter et de toiser son professeur, et même de l'insulter, un problème. C'est pas tout simplement politiquement, les gens voulaient utiliser les élèves. Vous avez vu ce qui s'est passé, on était obligé même de fermer l'université à un moment donné, parce que bon, c'était devenu compliqué. Et à un moment donné même, chaque année, on ne pouvait pas faire les cours. Tel événement en octobre, tel événement en décembre, tel événement. Donc le premier trimestre, par exemple, était complètement voué aux événements, à la commémoration de ceci ou de cela. Donc on n'étudie plus. Et il y a tout un trimestre qui est parti. Or, vous savez que le troisième trimestre aussi, avec les examens, le troisième trimestre est très court. Ouais. Donc ça fait que c'était difficile. Mais l'incivisme, je le dis, c'est né à partir ce sont les politiciens qui ont amené l'incivisme au niveau des établissements. Et je crois que ça est en train de baisser, puisque actuellement, bon, les choses ont changé. Donc, vous avez vu, par exemple, que l'an passé, on a fait les cours d'octobre jusqu'à sans vraiment problème. Oui. Voilà. Alors, M. Galbané, on entend vers la fin de notre entretien, mais on va aborder quand même quelques solutions, même si je promets qu'on aura encore d'autres émissions ensemble pour développer d'autres thèmes en lien avec l'éducation. Ouais. Quelles sont les solutions que vous préconisez pour un meilleur résultat au niveau de, que ce soit des classes, mais également des examens scolaires? Bon, pour les examens scolaires, j'ai dit qu'il fallait mettre une structure qui analyse les résultats scolaires. Qu'est-ce qui fait que les élèves échouent? Si on avait une structure qui fait ce travail-là, qui analyse, qui réfléchit, qui analyse toujours les résultats des élèves et qui analyse. Moi, par exemple, ce que j'ai regardé, souvent, il y a certaines matières, les coefficients des matières. Les coefficients des matières. On dit maths c'est coefficient 5, et bon, pour le BPC, par exemple, maths c'est coefficient 5, français c'est coefficient 5, PC c'est coefficient 4, ainsi de suite. Histoire géo c'est coefficient 3, anglais c'est coefficient 3. Bon, déjà, ça c'est une origine des échecs. Nous, on avait demandé de ramener les coefficients au même. Soit c'est coefficient 1 pour toutes les matières, ou bien 2 pour toutes les matières. Parce que, bon, si vous prenez jusqu'au BPC, il n'y a pas de spécialisation pour le moment. L'enfant ne part pas dans... C'est des études. Alors, pourquoi amener coefficient 5 pour les mathématiques et coefficient 3, par exemple, pour l'histoire-géographie et anglais? Vous allez voir qu'au cours de maths, tous les enfants sont là, en classe. Mais quand le prof d'histoire-géo vient, il y a la moitié de la classe qui n'est pas là. Ou quand le prof d'anglais vient, il dit non, bon, anglais, c'est pas la peine, c'est coefficient 3, donc il préfère voir là où il y a les forts coefficients. Or, il ne s'en sort pas en maths, il ne s'en sort pas en physique-chimie. Physique-chimie, comme je dis, il n'y a pas de laboratoire, donc on ne manipule pas, donc tout est théorique, donc les enfants ne s'en sortent pas. Donc ça, c'est un des... Il faut revoir ça. Voilà. Bon, comme je dis, si on avait vraiment la structure là qui analyse, elle allait comprendre ces choses-là. Voilà. Ensuite, bon, ce qu'il faut faire, comme je dis, c'est de revoir les curricula même, parce que histoire, c'est trop, il y a trop de chapitres. À son temps, j'avais parlé à certains inspecteurs. Bon, je crois qu'ils sont en train d'étudier ça, je pense. Voilà, mais il faut réduire. Il faut circoncire. Oui, j'ai vu, c'est l'an passé, l'an surpassé, au CEP. On demande, en histoire, on demande à l'enfant quel
De retour sur ce plateau en direct de Savan TV pour l'émission Bonjour le Faso. Merci d'avoir suivi cet entretien que nous vous avons proposé. Pour la suite, nous allons maintenant passer à la rubrique sécurité routière avec notre moniteur. On y va. Et bien sûr, aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau M. Hippolyte Tapsoba. Je rappelle qu'il est formateur à Victoire Auto-École. Victoire Auto-École, c'est notre partenaire de tous les vendredis pour cette chronique sécurité routière. Bonjour, M. Tapsoba. Bonjour, Mme Nkiama. Bienvenue. Merci. Aujourd'hui, on parle de la ceinture de sécurité. Oui. C'est important. Ok. À quoi sert la ceinture de sécurité? Alors, tout le monde doit savoir que, en fait, la ceinture de sécurité n'est pas faite. Elle n'est pas montée sur le véhicule pour rendre joli au véhicule. C'est pour que ça soit utilisé de manière à pouvoir contenir les chocs. Puisque quand vous cognez quelque chose, alors il y a donc un déplacement du conducteur vers l'avant. Et généralement, ce choc est tellement violent que ça peut projeter le conducteur de l'extérieur du véhicule. Alors, pour ce faire, donc, elle sert à maintenir donc, le conducteur solitaire du siège en cas de choc et des passagers éventuellement. Ce n'est pas le conducteur seul, même les passagers sont concernés. Okay. Voilà. Alors, de nos jours, que ce soit une petite voiture, un transport en commun ou un poids lourd, et ils ont maintenant des ceintures de sécurité. C'est important. Donc, ce n'est pas pour décorer la voiture, c'est parce que c'est important. Quelles sont justement les dates d'homologation de la ceinture de sécurité? La ceinture de sécurité a été rendue obligatoire depuis 1967. Ah, il y a longtemps. Plus précisément le 1er septembre 1967 que ça a été imposé aux places avant. Okay. Et les places arrière, ça a été imposé depuis le 1er octobre 1978. Alors donc, ce qui veut dire que depuis 1967 ou depuis 1978, il y a des ceintures de sécurité sur les véhicules. Et c'est vrai que ces véhicules n'existent plus, les véhicules de ces âges-là ne sont plus là. Mais actuellement, il n'y a pas ce véhicule qui sort sans ceinture de sécurité à l'avant ou à l'arrière. Et maintenant, c'est l'utilisation qui fait problème. Il y a d'autres personnes qui prennent la ceinture, au lieu de la porter, ils passent par derrière lui et ils mettent directement, juste pour que ça ne crie plus, quoi. Or, ce n'est pas bon. On doit le porter. On doit la porter de manière à ce que ça puisse maintenir l'usager contre le siège. Justement, comment porter et surtout comment bien porter la ceinture de sécurité? Alors, donc, pour bien porter la ceinture de sécurité, d'abord, nous allons la décrocher côté gauche ou côté droit, ça dépend du véhicule. Okay. Puisque nous savons que quand on est du côté gauche, alors on la décroche par la gauche, mais quand on est du côté droit, on va la décrocher par la droite. Et ça doit toujours passer par l'épaule, sur l'épaule, et aller vers le bas. Alors, il y a une image. D'accord, on va voir les images ensemble. Ok. Oui, bon. Ici, par exemple, le 1, c'est la ceinture de sécurité. Bon, le 2, c'est la partie basse de la ceinture de sécurité qui doit passer sur les jambes. Ok. Ouais. Ensuite, le 3, vous voyez, c'est la serrure, c'est-à-dire l'anneau qui doit rentrer dans la serrure. Le 4, c'est la serrure elle-même. Et le 5, c'est le support de la serrure. Okay. Voilà. Donc, c'est comme ça que l'on doit... Voilà, exactement. Et comme ça, en cas de problème, voilà, c'est bon. Alors, je profite, parce que je ne sais pas s'il y a une autre image qui parle de ça. On va y aller, oui. Nous avons derrière la tête du conducteur ce qu'on appelle un appui-tête. Et l'appui-tête, quand on porte la ceinture de sécurité, il faut éventuellement aussi régler l'appui-tête. Pourquoi? Parce que, vous savez, la ceinture de sécurité, c'est la clé de airbag. C'est-à-dire que sur les véhicules de nos jours, il y a ce qu'on appelle des airbags à l'avant de tous les usagers, tous les passagers qui sont dans le véhicule. Maintenant, si vous n'avez pas porté la ceinture de sécurité, airbag ne se déclenche pas en cas de choc. Oui, bon, à travers ces cours, j'ai compris, le airbag, c'est en fait le ballon gonflant qui est au devant. Exactement. Donc, qui se déclenche en cas de choc pour protéger votre visage. Exactement. Donc, si vous n'avez pas mis l'appui-tête,
Si airbag sort, il va appuyer votre façade. Et en appuyant la tête, ça peut reculer et le coup peut se casser. Mais s'il y a la ceinture, si vous avez mis, comment on appelle ça, la tête jusqu'à votre nuque, alors ça va vous empêcher d'avoir des problèmes. D'accord. On va revoir les images pour que vous puissiez nous indiquer plus ce que c'est que la tête. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, donc ici, bon, nous avons donc une personne, une place, une ceinture. C'est-à-dire que tous ceux qui sont, les grandes personnes qui sont dans le véhicule, doivent porter la ceinture de sécurité. Même les enfants qui sont derrière doivent éventuellement porter la ceinture de sécurité. Mais si l'enfant n'a pas 8 ans, si vous lui portez la ceinture de sécurité, ça risque de passer à son cou. Et donc, ça peut l'étrangler en cas de choc. Donc, c'est pourquoi il faut un rehausseur de siège. C'est-à-dire mettre quelque chose en bas pour que l'enfant s'asseye. Comme ça, il devient grand. Et quand il est un peu en hauteur, la ceinture va passer sur son épaule au lieu de passer sur son cou. Voilà. Donc, c'est bien noté. Alors, voilà. Quelles sont les consignes à donner aux passagers, justement? Vous voyez, un conducteur doit toujours demander à ses passagers de porter la ceinture de sécurité. Mais plus loin, on dira que dans les entretiens, si vous n'entretenez pas la ceinture de sécurité, je veux dire, si vous ne la nettoyez pas, alors il n'y a personne qui va vouloir porter votre ceinture de sécurité. Alors, si vous portez une belle chemise... Ou un joli basin comme moi ce matin. Voilà, exactement. Et on me dit de passer une ceinture qui est sale. Vous passez une ceinture qui est sale, ça va vous salir. Donc, souvent aussi, le conducteur, en lavant le véhicule, doit songer à nettoyer copieusement la ceinture de sécurité, de manière à ce que ça soit vraiment accessible à tout le monde. Voilà. Pour que ça soit propre. Propre, voilà, c'est ça. Et accessible. Donc, et comment on fait justement, est-ce que c'est l'entretien de la ceinture de sécurité passe juste par le nettoyage ou il y a d'autres mécanismes? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, dans l'entretien, donc il faut non seulement contrôler régulièrement le fonctionnement de la ceinture là, parce que si vous ne l'utilisez pas, il y aura un moment où vous allez vouloir l'utiliser et puis bon, ça ne passe pas. Alors, ou bien vous mettez, ça sort, vous mettez ça. Or, dans ce cas, il faut graisser, il faut lubrifier le mécanisme. Et si vous voyez que le mécanisme est en panne, alors on peut payer un truc d'occasion et faire monter. Pourquoi pas? Parce que vous savez, au Burkina Faso, il y a trop de casses. Et il y a trop de ceintures de sécurité qui sont toujours fonctionnelles dans les casses où vous pouvez procurer facilement et puis remplacer sur votre véhicule. Donc dire aujourd'hui que mon véhicule n'a pas de ceinture de sécurité, c'est faux. On peut s'en procurer en allant vers les casses et on peut les faire monter par un taulier. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Alors, en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire aux usagers? Alors, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, même s'il s'agit d'un vieux véhicule en ville ou en dehors de la ville. Que ce soit en ville ou en dehors de la ville. Alors, une fois, il y a un monsieur qui était arrêté à un feu et celui venant en face, il n'a pas pu contrôler son véhicule et il est venu directement sur le monsieur qui était arrêté. Donc, il l'a cogné de face, quand bien même il était arrêté. Mais le choc a fait que le monsieur a été projeté vers la vitre. Voilà, donc c'est pour dire tout simplement que la ceinture de sécurité, ce n'est pas seulement en roulant. Même si vous êtes arrêté, elle doit être utilisée. Voilà. Et ensuite, toujours régler la tête comme je l'ai dit. Sinon, vous risquez de casser votre cou. Bon, elle doit être portée chaque fois que vous êtes dans le véhicule. Vous êtes dans le véhicule, vous devez porter la ceinture de sécurité, quelle qu'en soit la distance à parcourir, ou bien que vous soyez en ville ou en dehors de la ville. Alors, ne jamais asseoir un enfant au milieu des adultes, soit disant que comme il est au milieu des adultes, il est protégé. Non, si ça chauffe là, chacun se cherche. Et on oublie l'enfant. Il y a d'autres qui mettent l'enfant sur leurs pieds. Alors, et quand ça chauffe, c'est le premier même à être jeté.
parce que lui, il se cherche, il ne pense plus à l'enfant. D'accord. Donc, c'est pour ça. Merci beaucoup. Voilà, il faut donc les mettre sur des ceintures de sécurité. Comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup pour ces conseils et on espère que dorénavant, vous allez porter vos ceintures de sécurité en circulation. Voilà, on marque une petite pause. Ça sera l'occasion d'installer Honoré Onadia pour les rendez-vous du week-end. Merci. Honoré Onadia est bien installé sur ce plateau. Bonjour Honoré. Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices et bon Juma Moubarak à l'ensemble de nos frères et sœurs musulmans. Amina Arabi. Honoré, on passe donc au rendez-vous du week-end. On débute en cinéma, projection de films au ciné Nerwaya et au ciné Burkina. Tu l'as si bien dit, voilà, le cinéma fait désormais partie du quotidien des Babé. Donc du côté du ciné Nerwaya, c'est le film de Abdoulrahim Tabsoba La Dot qui vous est proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Ce pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs CFA. Donc pour ceux-là qui n'ont pas encore suivi, nous allons vous demander de vous y rendre en tout cas pour pouvoir suivre ce film-là. Et du côté du ciné Burkina, c'est le film intitulé Finale Mission. Mission finale, voilà, c'est ce film-là que l'on vous propose aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30, ce pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Il faut rappeler que le film Mission Finale est un film de Jonathan Soubeiga. C'est ce film-là que l'on vous propose. Donc pour le bonheur de ces cinéphilés, alors soit au ciné Nerwaya pour suivre le film La Dot, soit au ciné Burkina pour suivre le film Finale Mission. Ok, merci beaucoup. C'est une belle affiche. On termine par les rendez-vous de la maison, Honoré. Les rendez-vous de la maison, déjà à partir de 11h, votre émission Cadeau du jour. Cadeau du jour, un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour participer à l'émission. Devinez la somme qui vous sera proposée et puis voilà, si vous nous donnez la bonne réponse, vous repartirez à la maison avec le cadeau que nous offre notre partenaire. L'autre rendez-vous, c'est demain déjà à partir de 8h, votre rendez-vous d'information. Voilà, sur l'ensemble du média, qui n'est tout que 100 minutes pour comprendre. 100 minutes pour comprendre qui va recevoir le coach Simon Drago. Avec lui, il sera question de parler de sa GCAP qui est en train de pleine préparation. Alors, la rétrospective du Sonré à la télé est prévue pour le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Et pour ce qui est de la radio, la rétrospective vous est prévue, vous êtes proposé par le capitaine Rasmané Nikema le dimanche à partir de 6h. Et pour la rétrospective des pensées et des proverbes que le PDG himself partage tout au long de la semaine, nous vous le proposons le samedi et le dimanche du côté de la télé à partir de 6h. Donc pour dire comme quoi on a fait le vœu d'être la puissance de la communication et je terminerai tout simplement en disant que là où va la masse, c'est là que ça se passe. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. À vendredi prochain. Inch'Allah, merci. Quant à nous, fidèles téléspectateurs, amis téléspectateurs, on se retrouve Inch'Allah lundi pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Mais en attendant, permettez-moi, comme en fin de semaine, de dire merci à l'équipe de semaine qui a été à nos côtés. On dit merci à la réalisatrice 5 étoiles, Mariette Kokwaga. Merci beaucoup à Zundi. Aussi qui est à ses côtés. Merci à Joseph Kaboré, Laura, toujours à la production. On dit merci à tous ceux en salle de montage, tous ceux qui sont en salle de diffusion et bien sûr à la rédaction pour l'accompagnement. On n'oublie pas Aurélie Somtoré qui assure le maquillage. On se retrouve Inch'Allah lundi pour d'autres aventures, d'autres thèmes à développer, d'autres invités à recevoir. Prenez soin de vous et bon week-end.